Eh bien, bonsoir. Oui, le titre, donc, c'est Comment peut-on être marxiste, hein. Et effectivement, au départ, je devais avoir sorti un livre sur ce thème-là, et puis le livre est toujours chez l'éditeur, qui, bon, l'édition est un métier complexe. Voilà. Alors, comment peut-on être marxiste? Alors, c'est une question qui peut s'entendre de diverses manières. D'abord, ça pourrait même tout simplement une question d'étonnement, hein, mais comment peut-on être marxiste? Un peu comme jadis on se demandait, mais comment peut-on être persan, hein? C'était dans les lettres persanes, justement. On pourrait dire ça aussi d'un ton accablé. Comment peut-on être marxiste? Enfin, ça veut dire que le marxiste est un être un peu attardé dans notre monde et que, au fond, c'est un demeuré, ou peut-être pire, hein. Voilà. Alors moi, je ne vais me mettre ni dans un registre ni dans l'autre. Il y a une troisième manière de comprendre cette question. Comment pourrions-nous, encore aujourd'hui, nous dire marxistes, après toutes les avanies qu'a subies cette doctrine, s'il y a effectivement une doctrine marxiste? Et surtout, est-ce qu'il y a encore quelque chose à tirer de tout ça? Je crois que c'est ça le plus important. Alors, si on en croit l'opinion générale, qui est pour le coup plutôt bien informée, le marxisme est mort, il est même bien mort. Son cadavre est enfoui quelque part sous les gravats du mur de Berlin, sans aucun doute. Les principaux partis communistes d'Europe occidentale, donc qui se disaient tous marxistes, ont pratiquement disparu, ou ont été réduits à des états groupusculaires. Songez par exemple à ces deux partis extrêmement puissants, qui étaient le Parti communiste français et le Parti communiste italien, c'est-à-dire des partis qui avaient des centaines de milliers d'adhérents, des milliers de municipalités. Dans le cas italien, c'était même bien plus que ça. Enfin, certaines régions d'Italie étaient presque des sortes d'union soviétique, plus sympathiques, hein, en modèle réduit, notamment sur le plan économique. Un Parti communiste italien contrôlait un réseau de coopératives et de banques tout à fait considérable, hein. Voilà. Donc ces deux partis ont disparu. Le Parti communiste français est un groupuscule. Je suis désolé s'il y a dans cette assemblée des membres du Parti communiste français, mais je crois qu'il faut regarder la réalité en face. Et le Parti communiste italien a purement et simplement sombré. Il a été remplacé par un parti qui s'appelle le Parti démocrate, qui est une sorte de variante des partis centristes. Le plus puissant parti communiste du Moyen-Orient s'appelait le Toudeh iranien. Ce parti a été liquidé purement et simplement, avec son consentement d'ailleurs, c'est la chose la plus étonnante, par la dictature des mollahs à partir de 1980. Tous les pays qui se réclamaient du socialisme réellement existant, hein, c'est la formule qu'on employait à l'époque, eh bien tous ces pays se sont convertis au capitalisme. Leur parti dirigeant, dans le meilleur des cas, s'appelle Parti social-démocrate, hein, ou Parti libéral. Et ce sont d'ailleurs très souvent des partis qui ont été fondés par les bureaucrates de l'ancien régime reconvertis. D'ailleurs, pour la plupart, ces bureaucrates de l'ancien régime dit socialiste ont appliqué le principe énoncé jadis par Woody Allen, prends l'oseille et tire-toi, et ils ont fondé des entreprises plus ou moins florissantes. En tout cas, ils ont gagné beaucoup d'argent. La Russie elle-même, hein, est dirigée par une nouvelle classe oligarchique qui se revendique haut et fort de son adhésion au capitalisme. Hein, écoutez les discours de Poutine. Mais non, nous, on est pour le capitalisme. Et c'est vrai, d'ailleurs. On ne peut pas lui reprocher ça. Alors, il existe, je sais, de nombreux anciens amis de l'URSS qui croient voir dans la Russie actuelle le prolongement de l'URSS. Je crois qu'ils font fausse route. Voilà. Alors, certes, en Russie, le Parti communiste de Russie, la Fédération de Russie, est la principale force d'opposition, hein, au niveau du Parlement, par exemple, mais c'est une opposition de Sa Majesté qui soutient d'ailleurs Poutine sur toutes les questions essentielles. Voilà. La Chine est aujourd'hui encore dirigée par un parti qui se nomme Parti communiste. Elle se dit socialiste, la Chine, mais en réalité, elle est devenue une des pièces maîtresses, sinon la pièce maîtresse, hein, du capitalisme à l'échelle mondiale. Elle est le principal pays exportateur de marchandises. Elle fournit une partie considérable de la consommation de tous les pays capitalistes du monde. Et puis elle est devenue aussi, c'est peut-être plus important ça encore,
Parce qu'on pourrait dire c'est qu'une sous-traitance, hein, c'est que l'usine du monde. C'est pour ça la Chine est devenue un important exportateur de capitaux. Par exemple, ils ont de nombreuses entreprises en Afrique, ça c'est très connu. Ils ont racheté un nombre important de ports et d'aéroports en Europe. Ils achètent des terres agricoles là où ils le peuvent. Ils ont de l'argent placé un peu partout. Je ne sais pas, par exemple, dans l'automobile française, il y a une part importante de capitaux chinois. Voilà, la liste pourrait s'allonger. Hein. Alors voilà, une soixantaine d'années, Colette Mani, il y en a peut-être qui connaissent encore cette chanteuse, Colette Mani chantait « Un grand espoir, c'est Cuba ». Bon, le grand espoir, il a quand même sérieusement décliné, et la génération des barbus a fait place à des nouveaux qui vont suivre le chemin des autres pays, comme le Vietnam, etc. Voilà. Alors, la question peut-être la plus importante est que cet effondrement du communisme historique, communiste c'est une appellation non contrôlée, mais enfin comme tout le monde l'emploie, je l'emploie encore, n'a pas profité du tout à son vieux rival des partis socialistes ou sociodémocrates. Tout se passe comme si le communisme, puisqu'on emploie encore ce mot, avait entraîné dans sa chute tout le reste, y compris les partis socialistes et partis sociodémocrates. Et finalement, peut-être même l'ensemble du mouvement ouvrier, y compris syndical. Au moins, c'est vrai pour la France. Hein. Pour les autres pays, c'est plus discutable. Mais bon, c'est quand même un peu partout le même phénomène. On le constate tout ça avec la marche vers l'abîme de l'ensemble de la gauche européenne. Gauche européenne, c'est presque un pléonasme, parce qu'en dehors de l'Europe, les mots droite et gauche n'ont pas vraiment une signification claire. Hein. Enfin, je pourrais y revenir si ça vous intéresse. En France, les élections législatives de 2022, la gauche a atteint l'un de ses plus bas stocks, sinon le plus bas score historique jamais réalisé. Elle est en gros à 30%. Ça n'a jamais été aussi bas. Jamais. Non. En Italie, la gauche a disparu, puisque reste seulement le Parti démocrate, qui est un parti centriste, proche, plus près du parti de M. Macron, que d'un parti communiste, même un parti social-démocrate. Et puis, oui, je disais, le Parti démocrate italien est au fond pas très différent du parti de la droite italienne, de Forza Italia, de Berlusconi. Hein. D'ailleurs, dans les fameuses manœuvres qui caractérisent la vie parlementaire italienne, les liens entre les uns et les autres sont extrêmement nombreux. Hein. Le chuchotement dans les couloirs, où on se met d'accord pour dire le contraire à la tribune, mais en fait, pour arriver au même résultat, ce qu'on appelle l'inciuccio en Italie, est très pratiqué entre ces deux partis. Voilà. On peut prendre d'autres cas, en Allemagne par exemple. On pourrait croire qu'il y a une coalition de gauche au pouvoir, puisqu'il y a les sociodémocrates, les Verts et les libéraux. Bon. Mais d'abord, c'est un parti social-démocrate extrêmement affaibli en nombre d'adhérents comme en voix, qui est dans cette coalition. Et puis ces deux partenaires, les Verts et le Parti libéral, il faut vraiment avoir perdu tout bon sens pour les appeler partis de gauche. Alors, les Verts, qui sont un des principaux partis bellicistes en Allemagne aujourd'hui, hein, eux, ils sont pour la guerre. La guerre écologique, je suppose. Hein. Et puis le FDP, le Parti libéral, est un parti, dans la terminologie marxiste, c'est un parti bourgeois ordinaire, il est pour la liberté du marché. Alors il est moins catholique ou moins protestant que la CDU-CSU, il est moins religieux, c'est tout. Sur bien des questions, je pense même qu'il est plus à droite que ce qu'était une partie de la CDU. La CSU, c'est encore autre chose. Bon. Voilà. L'Amérique latine, on pourrait dire l'Amérique latine, oui, il y a eu la victoire de Lula. Mais la victoire de Lula au Brésil, alors elle s'est faite de justesse, alors que le président précédent était quand même une calamité publique. Ben Lula l'emporte que de peu, hein, au Brésil. Et le parti de Lula, qui s'appelle encore Parti des travailleurs, n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'était le Lula d'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, 25 ans, le Parti travailleur était vraiment un parti des travailleurs. D'ailleurs, il était né des syndicats. Lula est un syndicaliste de la métallurgie.
il représentait vraiment la classe ouvrière du Brésil. Aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. Il représente, comme chez nous, le Parti socialiste et d'autres partis, il représente plutôt les couches moyennes intellectuelles. Ceux qu'on appelle parfois les bobos. Je vais donner un autre cas qui n'est pas reconnu parce que c'est un petit pays, c'est le Nicaragua. Le Nicaragua, vous vous souvenez peut-être, avait subi une révolution menée par les sandinistes, qu'on disait très proche de Fidel Castro et de Cuba. Aujourd'hui, le Nicaragua est dirigé par toujours le chef des sandinistes, Daniel Ortega, mais qui est un homme alors, ultra corrompu, un régime ultra autoritaire, et même sur le plan des mœurs et des libertés individuelles, il est passé complètement de l'autre côté, puisqu'ils sont résolument opposés à l'avortement, etc., etc. Voilà. Alors, le mouvement syndical n'est pas en meilleure forme, hein, je l'ai dit il y a une minute. En France, les syndicats sont vidés de leurs adhérents. Ils réussissent à mobiliser essentiellement leurs permanents, hein. C'est-à-dire des gens qui sont payés pour être mobilisés. Il n'y a pas beaucoup de grévistes, hein. Il y a des journées d'action dans lesquelles les permanents se retrouvent avec quelques personnes qui vont aller faire une petite marche de santé, une petite promenade de santé, quoi. Même, alors toutes les contre-réformes qui n'ont pas manqué hein, depuis 70-80 ont rencontré une résistance, somme toute assez faible. Le dernier grand moment, c'est 1995, la réforme de Juppé sur les retraites. Dans les réformes successives des retraites après sont passées, celle de Fillon en 2003, et puis la dernière est passée. Les syndicats ont échoué à mobiliser sur cette réforme. Alors, la majorité des Français étaient contre. Hein. Même, il y a une majorité bien plus qu'on n'en avait jamais vu. Ni en 95, a fortiori en 68. En 68, on oublie que les sondages disaient que la majorité des Français étaient contre le mouvement. Hein. Bon, on a l'impression que c'était un mouvement majoritaire, que tout le monde s'est élevé, ce n'était pas le cas. Mais là, la majorité, 70-75% des Français sondés étaient contre cette réforme. Mais le gouvernement a réussi à la faire passer en force, malgré les journées de grève à répétition. Alors, on pourrait essayer de se consoler en regardant ailleurs. Il y a des luttes ouvrières en Chine, importantes. Hein. Il y a des grèves. Le Parti communiste chinois, qui nous a l'air, vu de loin, d'un monstre qui contrôle tout, contrôle pas grand-chose. Et notamment, il surveille, comme l'eau sur le feu, ce qui se passe dans les usines. Parce qu'il y a régulièrement grèves, manifestations, et ils obtiennent des augmentations de salaire. Souvent importantes, le niveau de vie en Chine s'est élevé. Pour les ouvriers en particulier. Hein. C'est pas du tout... Mais, et c'est ça qui est tout à fait frappant, ce mouvement n'a pas d'expression politique. Il n'y a pas une affirmation d'une opposition politique à la ligne suivie par le Parti communiste chinois. Bon. Alors, je ne vais pas continuer cette énumération, qui peut sembler triste. En tous les cas, on est obligé de faire le constat, on peut se raconter des histoires, hein, toujours, mais bon, première maxime quand on s'intéresse à la politique, c'est ne pas se raconter des histoires. Le grand mouvement d'émancipation ouvrière qui est né au cours du XIXe siècle, s'est affermi au cours du XXe siècle, eh bien, est en train de s'éteindre, hein, progressivement. Encore une fois, ça ne signifie pas que la lutte des classes n'existe plus. Il y a toujours une lutte des classes. Les classes sociales, on sait ce que c'est. Comme le disait M. Warren Buffett, un des quelques premiers milliardaires du monde, il disait oui, il y a une lutte des classes. Il dit d'ailleurs, c'est ma classe qui la mène, et c'est ma classe qui est en train de la gagner. Remercions-le pour ce cynisme bienvenu, parce que ça nous éclaire. Il y a une lutte des classes, les ouvriers ne se pensent, dans leur majorité, alors, ils ont disparu des écrans, ils ont disparu des livres, la classe ouvrière n'existe plus médiatiquement. Hein, de quoi parlent les films? Des aventures des petits bourgeois, dans leur chambre à coucher, dans leur cuisine, dans leur salle de bain, et c'est tout. Le cinéma français est absolument catastrophique. Pensez à ce que c'était dans les années 70, hein, où il y avait un cinéma engagé, un cinéma qui parlait des questions sociales. Là, ça a pratiquement disparu. Il y a une ou deux exceptions qui surnagent ici et là, mais bon, ce cinéma...
Donc la classe ouvrière n'existe plus médiatiquement. Mais ne croyez pas que les ouvriers ne se pensent pas comme une classe différente. Hein. Ils continuent de raisonner en termes de eux et nous, ceux d'en haut et ceux d'en bas. Mais ce qui manque, ce qui a disparu, c'est les perspectives. Voilà. Il n'y a pas d'avenir. Donc, quand il n'y a pas d'avenir, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de vous arranger avec le présent. Vous n'avez pas d'autre choix que de vous arranger avec le présent. En tous les cas, personne n'a repris le flambeau de l'Association internationale des travailleurs, fondée en 1864 lors d'un grand meeting à Londres, à St. Martin's Hall, ou de ce qui était devenu même l'internationale communiste. Tout ça n'existe plus, et il n'y a plus personne pour porter cette tradition. Ça signifie donc que le marxisme, en tant qu'ensemble d'idées, de concepts, de doctrines, a perdu toute pertinence, puisqu'il n'y a plus cette base sociale qu'il faisait vivre. Alors Marx est bien toujours un objet d'étude pour les philosophes, voire pour les économistes, les sociologues, mais le marxisme semble une chose du passé, et définitivement du passé. On peut l'étudier un peu à la manière dont les archéologues étudient les vestiges, ou à la manière dont les historiens étudient, je ne sais pas, l'histoire romaine. Mais il n'y a plus ce qui en constituait l'âme vivante, c'est-à-dire une pratique, une praxis, disait Marxiste. Alors, si la philosophie, nous disait le grand philosophe Hegel, tel l'oiseau de Minerve ne s'envole qu'au crépuscule, c'est-à-dire quand la période est finie, on peut commencer à réfléchir et à la penser. Alors on va essayer de penser tout ça, c'est-à-dire de comprendre cette montée, ce déclin du mouvement ouvrier, en mobilisant, parmi les outils de l'historien et du philosophe, ceux que Marx nous a légués. Car la première chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que si on veut comprendre ce qui s'est passé, ce qu'a été le destin du marxisme, eh bien, les concepts, les analyses de Marx nous permettent de le comprendre. Marx nous permet de comprendre la mort du marxisme, en quelque sorte. Bon. Alors, l'édifice du marxisme, en tant que mouvement de pensée, mouvement politique, reposait sur un certain nombre de présuppositions, dont plus une seule n'a d'existence tangible aujourd'hui. Ajoutons à ça tout de même que la réalisation, si j'ose dire, du marxisme au XXe siècle, sous la forme du communisme historique, c'est-à-dire des pays du socialisme réellement existant, s'est révélée si catastrophique qu'on ne voit pas ce qui pourrait rester des idées de Marx, ce grand philosophe inhumé à Londres au cimetière de Highgate. Alors, disons-le tout de suite, le marxisme tel qu'il a existé au XXe siècle, ce marxisme orthodoxe, ce marxisme orthodoxe, qui a servi de doctrine au Parti socialiste d'abord, au Parti communiste, et à beaucoup d'autres groupes. Je sais pas, quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de groupes qui se réclamaient du marxisme des formes les plus diverses et les plus variées. Eh bien, celui-là est mort et est bien mort, voilà. Et on ne pourra pas le reconstruire, le refonder, le réhabiliter, tout ça, c'est voué à l'échec. Et je vais ajouter qu'il n'y a rien à regretter. Le pari que je fais, c'est qu'il reste un bon usage, non pas du marxisme, mais de Marx. Peut-être même aussi un bon usage de certains courants qui se sont placés dans la lignée du marxisme, pour en dire quelques mots. Je pourrais dire ici qu'il ne faudrait jamais oublier que Marx, un jour, qu'il était assez en colère contre les marxistes français, disait « Moi, en tout cas, je ne suis pas marxiste. » Voilà. Et il parlait de ça à propos de Paul Lafargue et Charles Longuet, ces deux gendres. Il disait Lafargue et Longuet, le dernier proudhonien, le dernier bakuniniste et le dernier proudhonien de France, la peste les emporte. Et c'est aussi à propos d'eux qu'il disait « J'ai semé les dragons et j'ai récolté des puces. » Bon. Voilà. Alors, en premier lieu, je veux dire, si notre temps n'est pas marxiste, l'évolution du mode de production capitaliste, qui est le centre de l'analyse de Marx, est conforme à ce que Marx avait analysé. Il n'y a pas un penseur qui ait vu plus clair et dont les prédictions étaient plus confirmées, c'est quand même le bon critère pour une théorie, que Marx. On peut chercher partout. Je veux dire, les économistes qui nous saoulent sur les chaînes de radio et de télévision,
comme disait le regretté Bernard Marie, sont des gens qui sont très bien capables de vous expliquer aujourd'hui pourquoi ils se sont trompés hier. C'est à peu près tout ce que peuvent faire les économistes. Disait Bernard Marie, qui lui-même était économiste de formation. Bon. Alors, et peut-être les grandes tendances que Marx avait dégagées n'étaient pas très claires au XIXe siècle. Ce qu'il analysait, c'était encore que des linéaments de quelque chose en développement. Mais lui, il l'avait vu plus loin. Et au fond, le capitalisme aujourd'hui est exactement conforme à cette espèce de schéma pur que fait Marx dans le Capital. Marx ne s'intéresse pas au capitalisme anglais ni au capitalisme français. Ça lui sert de matière empirique pour construire sa théorie, ça. Mais ce qu'il essaie de dégager, c'est des lois d'un type idéal de capitalisme. Comme tout bon scientifique, d'ailleurs. Vous vous occupez pas de savoir, dans la chute des corps, s'il y a l'effet du vent, de la résistance, etc. Vous faites abstraction pour obtenir une loi. Eh bien, Marx, il fait comme ça. Alors, il faut bien comprendre une chose. Là aussi, il y a une critique récurrente aujourd'hui dans notre société. C'est-à-dire, nous vivons une époque d'excès du capitalisme. C'est parce que le capitalisme financier a corrompu en quelque sorte le bon capitalisme industriel, productif, etc. Bon, alors ça, c'est des blagues. Nous sommes dans une pleine époque dans une époque de pleine réalisation de tout ce que le capitalisme contenait en germe et qu'il avait été plus ou moins empêché parce que le capitalisme au XIXe siècle, c'est le capitalisme qui est encore lié par mille liens à la vieille société, notamment au rôle important de la propriété foncière et de toute une série de restes du monde ancien. Le capitalisme idéal, c'est le capitalisme pour lequel le capital circule sans entrave. Dernière entrave, c'est le patrimoine. Quand vous êtes un capitaliste patrimonial, que vous vous souciez d'abord de ce que vous allez léguer à vos enfants, ben ça ne peut pas circuler. Il faut que le capitaliste se débarrasse du patrimoine. Et de fait, il l'a fait. Aujourd'hui, l'essentiel de la capitalisation boursière... Alors, on a, pour faire les gros titres des journaux à sensation, on a évidemment des capitalistes ultra riches, d'une richesse indécente. On peut donner, pour ne pas donner de nom, on va mettre qui l'ami de François Ruffin, l'ami Bernard. Voilà. Bon, ils sont d'une richesse indécente, mais c'est quoi cette richesse? C'est peanuts par rapport à ce qu'est le capitalisme. Je crois que les grandes familles françaises, les ultramilliardaires, c'est moins de 5% de la capitalisation boursière à Paris. À qui appartient le capitalisme? À personne. Il appartient au fonds de pension. Il appartient au fonds d'investissement. Il est extrêmement réparti. Tout ça, c'est centralisé. Et vous avez maintenant un très petit nombre de gens à la tête de ces institutions qui ne sont pas les possesseurs du capital, mais qui sont les dirigeants et qui le gouvernent. Et ça, c'est une tendance qui est analysée de façon précise par Marx dans le livre 3 du Capital. Alors, tout ça pour dire que Marx et Engels, dans le manifeste du Parti communiste, montraient avec brio que le règne du capital, c'est d'abord un règne révolutionnaire. Voilà, il faut se mettre ça dans la tête. Et ce que nous voyons sous nos yeux, c'est ça. Le capitalisme, c'est la révolution permanente. Les trotskistes croyaient que c'était eux la révolution permanente. Erreur. Erreur, c'est le capitalisme. Et c'est pour ça d'ailleurs que les marxistes qui annonçaient la révolution tous les 4 matins se retrouvent le bec dans l'eau, parce que la seule force révolutionnaire qui se dresse devant eux, c'est le capital. Et Marx montre la dynamique de cette révolution permanente des forces productives, des rapports de production. La réduction absurde de toute richesse à la marchandise aboutit à ce que les hommes ne se rapportent les uns aux autres que par l'intermédiaire de la valeur marchande. Ce qui règne désormais, c'est, comme le disait Marx, l'équivalent général, c'est-à-dire l'argent. On sait qu'un certain Vespasien, empereur romain de son État, avait décidé de taxer les latrines. Et quand on lui faisait des objections, c'est lui qui avait inventé cette fameuse formule, l'argent n'a pas d'odeur. Bon. L'argent n'a pas plus de frontières que d'odeur. Il faut qu'il circule, et qu'il circule d'ailleurs de plus en plus vite, à la limite qu'il circule sans vitesse de circulation. D'où les spéculations, les transactions à haute vitesse entre les principales plaques financières du monde. Pourquoi est-ce qu'on a tiré des câbles sous-marins énormes?
C'est pas du tout pour que vous puissiez téléphoner à vos enfants qui éventuellement sont partis à l'autre bout du monde. Non, c'est pour pouvoir faire des transactions et que les transactions se font presque à la nanoseconde, ce qu'on ne peut pas faire avec simplement les liaisons aériennes qui sont un petit peu plus lentes. Donc avec le câble, ça marche mieux. Il faut que le capital circule sans vitesse de circulation. Donc il n'a pas de frontières et la mondialisation, puisque c'est l'expression consacrée, la mondialisation est l'expression la plus achevée du mode de production capitaliste. D'ailleurs, Marx annonçait cette mondialisation. Il était persuadé que, il écrit ça dans un article dans un journal américain en 1851-52, il dit, vous allez voir, le commerce mondial va se déplacer de l'Atlantique vers le Pacifique. Et ça va se jouer entre la côte ouest américaine et la Chine. 1852, qui pouvait imaginer que la Chine allait devenir une puissance. Bon. Donc pour tous ceux qui disent Marx, le 19e siècle, il a fait dépasser, etc. C'est eux qui sont dépassés par les événements. Bon. Alors, ce que Marx a remarqué également, c'est que justement, cette toute puissance de l'argent, le fait que toutes les relations humaines passent par l'intermédiaire de la marchandise. Comme on disait avant, le monde n'est pas une marchandise. Ben si, c'est devenu une marchandise, le monde. Eh bien, ça, c'est le plus puissant dissolvant de toutes les communautés humaines. Toutes les communautés humaines sont dissoutes par l'argent. Non seulement les nations, aussi les familles. Alors, je vais donner une citation. Je ne vais pas faire beaucoup de citations. Je vais me contenter de celle-ci, qui est dans le manifeste de 1848. Partout où elle a conquis le pouvoir, parle de la bourgeoisie, elle a foulé aux pieds les relations féodales, patriarcales et idylliques. Tous les liens complexes et variés qui unissent l'homme féodal à ses supérieurs naturels, elle les a brisés sans pitié, pour ne laisser subsister d'autres liens entre l'homme et l'homme que le froid intérêt, les dures exigences du paiement au comptant. Elle a noyé les frissons sacrés de l'extase religieuse de l'enthousiasme chevaleresque, de la sentimentalité petite bourgeoise dans les eaux glacées du calcul égoïste. Elle a fait de la dignité personnelle une simple valeur d'échange. Elle a substitué aux nombreuses libertés si chèrement conquises l'unique et impitoyable liberté du commerce. En un mot, à la place de l'exploitation que masquaient les illusions religieuses et politiques, elle a mis une exploitation ouverte, éhontée, directe, brutale. 1848, hein. Il n'y a pas beaucoup de choses qui nous parlent plus que ce genre de texte. Bon. Alors Marx montre que c'est la production elle-même qui est révolutionnée en permanence. Le chapitre du Capital consacré à la machinerie, donc à l'extension des machines, avec des analyses extrêmement fines sur le passage des machines actionnées par l'homme aux machines automatiques, dans l'industrie textile en particulier. Eh bien, ce chapitre est un monument de réflexion philosophique et sociale. Et Marx montre la contradiction fondamentale dans son mouvement. Le capital tend de plus en plus à remplacer le travail humain par des machines, mais d'un autre côté, seul le travail vivant produit de la plus-value et du profit. Donc cette contradiction se transforme en crises qui seront de plus en plus violentes. Le principe du capital, nous dit encore Marx, c'est l'accumulation, ce qu'il appelle la valorisation de la valeur. Le capitaliste prend de l'argent non pas pour aller le dépenser en fait somptuaire. Son argent sert à gagner de l'argent, donc à être réinvesti. Et le capital ne fonctionne que si il y a du profit qui est réinvesti. Sinon, il s'arrête. C'est comme le cycliste, il faut pédaler tout le temps, sinon vous tombez. Et le capital fonctionne de la même manière. Mais il faudrait donc une croissance infinie. Mais une croissance infinie dans un monde fini, comme disait un économiste, seul un fou ou un économiste peut croire ça. Alors, nous arrivons peut-être aujourd'hui à ce moment où le grand automate, qu'est le capital, Marx dit c'est un grand automate, il dit il ne faut pas aller chercher des méchants, il n'y a pas une poignée de comploteurs qui tirent toutes les ficelles, non. C'est un système automatique. Une fois qu'il est parti, il dit même le capitaliste est un fonctionnaire du capital. Il n'est pas l'homme qui dirige, au fond, il est le chevalier servant du capital. C'est lui qui le fait fructifier. C'est son but. C'est sa foi, lui, sa vraie foi. Bon. Alors tout ça avait d'ailleurs été très bien expliqué par
un puritain bien connu américain qui s'appelait Benjamin Franklin. Hein, c'est lui qui avait lancé la formule « Time is money ». Le temps, c'est de l'argent. Bon. Voilà. En tous les cas, on arrive à un moment où le capital trouve de plus en plus difficilement un carburant pour fonctionner. Un carburant aux deux sens du terme, hein, au sens figuré comme au sens propre. Pour se maintenir, le capital doit élargir sa base, c'est-à-dire trouver de nouveaux champs d'accumulation du capital. Mais ces limites sont les limites de la planète. Vous ne pouvez pas aller construire des entreprises sur la planète Mars, parce qu'il n'y a pas de martiens à exploiter là-bas. Donc ça ne gagnerait pas un sou de faire des entreprises sur la planète Mars. Hein, j'avais lu aussi un économiste qui disait « Mais s'il y a encore l'Antarctique, d'accord, c'est les Antarctiquiens qui vont aller travailler pour produire de la plus-value. » Non, ce n'est pas l'Antarctique, pas de planète Mars. Et alors, on sait qu'on a eu, au cours des dernières décennies, l'entrée massive de l'Asie dans le système capitaliste. Des centaines de millions de paysans qui vivaient encore dans un état d'arriération ont été enrôlés dans la grande industrie. Encore une fois, c'est la Chine, mais la Chine, c'est l'Indonésie, c'est tous les pays d'Asie du Sud-Est. Hein. Bon. L'Afrique, à son tour, est rentrée dans ce mouvement. L'Afrique est en train de... Alors, dans des convulsions ordinaires pour tout le monde, hein. Bon, on se rappelle peut-être les nôtres il y a 2 siècles, 3 siècles, et puis on verra. L'Afrique est rentrée pleinement dans ce mouvement du capitalisme. Incontestablement. Et d'ailleurs, les dirigeants africains eux-mêmes le sentent et commencent à l'exprimer en disant maintenant, ben, nous aussi, on veut notre part, on veut aller manger à la table des grands, comme tout le monde. Voilà. Alors, c'est un élargissement donc, qui couvre toute la planète. Le monde est parfaitement mondial hein, aujourd'hui. Et puis, c'est un élargissement aussi qui se fait, j'allais dire, en intensité, en profondeur, parce qu'il couvre tous les aspects de la vie. Le capitalisme, normalement, ne couvrait qu'une partie de la vie. Il couvrait la vie des gens au travail. Le reste lui était soustrait. Il y a toute une économie familiale, par exemple, qui produit des richesses, mais des richesses qui ne sont pas de la valeur. Hein, quand on a fait à manger pour ses enfants, on leur dit pas, tiens, voilà la facture. Voilà. Tout ça échappe à la loi de la valeur. Bon, ben ça, c'est en train de se terminer pour un tas de choses, un tas de raisons. Par exemple, on remplace de plus en plus le repas à la maison par des repas pris à l'extérieur. Ils entrent dans le cycle de la marchandise. Et puis même l'intimité est marchandisée. Hein, les loisirs, les distractions, la fabrication des enfants, hein, tout ça est rentré dans le domaine des marchandises. Le corollaire de cette situation, c'est que ce sont des individus eux-mêmes qui sont formatés et mis au service de la marchandisation. À travers les systèmes informatiques, les plateformes marchandes, les guichets informatiques des entreprises et des administrations, les individus sont progressivement amenés à acquérir des habitudes de ces machines et ils suivent les procédures qu'imposent les machines. Le mot procédure envahit complètement notre monde, mais parce que la machine est procédurale par définition. Hein. Une machine non procédurale, ça n'existe pas. Bon. Et les machines qu'on dit intelligentes ne remplacent pas les humains, en ce sens qu'elles ne sont pas aussi intelligentes que les humains, mais les humains, progressivement, doivent apprendre à penser, entre guillemets, comme des machines. Hein, c'est l'aliénation suprême qu'avait annoncé Marx, la transformation de l'homme en chose. Toutes les discussions, par exemple, en apparence aberrantes sur le droit des robots. Vous savez qu'il y a une série télévisée qui s'est posé la question extrêmement grave, est-ce que les robots ont des droits? Bon, toutes ces discussions aberrantes sur le cyborg, le post-humanisme, eh bien, elles posent une seule question, c'est le devenir machine de l'homme. Comment transformer l'homme en machine? C'est-à-dire l'expulsion de la vie, tout bêtement. La technicisation et la marchandisation ont commencé d'envahir même le domaine de la reproduction. Tout ce qui se discute autour de la GPA, de la PMA, etc., c'est que la mise en bouche, si j'ose dire, de ce qui se prépare. Et ce qui se prépare sur le... Alors,
Ce qui existe déjà, c'est des usines à fabriquer des bébés, hein, dans un certain nombre de pays. Je pense à l'Inde, par exemple, Madagascar, il me semble aussi, l'Ukraine et quelques autres. Mais c'est que le prélude au meilleur des mondes, puisqu'on travaille sérieusement sur cette idée d'ectogénèse, c'est-à-dire de production des bébés dans des machines, dans ce qu'on appelle l'utérus artificiel, ce qui permettrait d'en finir avec la reproduction sexuée et avec ce truc tout à fait hasardeux et pas du tout conforme aux bonnes procédures qui fait qu'on a des enfants quand un homme et une femme se rencontrent et décident d'en avoir. Ou ne décident pas déjà aussi. Mais en tous les cas, ça se passe par eux. Ben, ça, c'est pas conforme à la procédure. Il faut maintenant rationaliser tout ça. Et le mieux, c'est effectivement l'ectogénèse. En plus, les femmes ont pu vous embêter avec les congés maternité. C'est quand même être impeccable. Bon. Alors, la dynamique de l'accumulation du capital, comme le dit Marx, détruit les deux sources de la richesse que sont la terre et le travail. Alors, tout ça est euphémisé, transformé en récit apocalyptique aussi, dans les discours sur la crise environnementale, l'anthropocène, etc. Mais il est évident que le développement sans frein du capital est une menace terrible, car par nature, le capital fait sauter toutes les barrières qui pourraient s'opposer à son propre développement. Alors, ils trouveront d'autres choses. La manie électrique, par exemple, ça fait partie des nouvelles possibilités d'extension du capital, qui permettrait aussi de détruire massivement du capital ancien, devenu obsolète, par exemple, des vieilles voitures thermiques, des maisons. Ils n'osent pas, mais en bonne logique, ils devraient faire une bonne guerre. Vous rasez toutes ces maisons qui ont des passoires thermiques, et puis on pourrait reconstruire quelque chose de nouveau. Voilà. En tous les cas, ce développement conduit à l'épuisement des ressources. On est trop concentré, je ne dis pas que ce n'est pas un problème, mais on est trop concentré sur les réchauffements climatiques. Si concentré, d'ailleurs, c'est en partie un leurre. Ce sont les ressources en eau potable, en minerais, en terres arables, en espaces naturels qui sont menacés. Et menacent, par leur disparition, la vie humaine. Un auteur que j'ai lu il n'y a pas bien longtemps, Pierre Grillet, a écrit un livre qui s'appelle « Protection de la nature et capitalisme sont incompatibles ». Marx disait la même chose. Voilà. Alors, l'ingénieur Jean Covici, vous connaissez peut-être, appelle à la décroissance. Il a fait scandale en disant chaque individu ne devrait pas avoir le droit de faire plus de 4 voyages d'avion dans sa vie. Bon, voilà. Un autre ingénieur, Philippe Biwix, annonce, lui, il dit, si on veut survivre, il faut descendre notre niveau technologique. Il faut passer non pas des high-tech au low-tech. Voilà. Mais manque à leur cri d'alarme, moi je trouve que c'est des auteurs intéressants à entendre, manque à leur cri d'alarme la dimension proprement politique, parce que c'est le mode de production capitaliste lui-même qui est en cause. Appeler à la décroissance, c'est appeler à l'euthanasie du capital. Voilà, c'est tout. Donc, est-ce que, si on est sérieux, c'est de ça qu'il faut préparer. Le reste, c'est des discours pour occuper les campagnes électorales, les plateaux télé, tout ça. Bon. Vouloir faire demi-tour à la folie technologique, remplacer les machines par les humains, les terminaux informatiques par des humains qui parlent notre langue, ce serait bien. C'est pour tout capitaliste une aberration complète. Aucun ne veut de ça, aucun. Ne nous leurrons pas sur les discours médiatiques. Alors, pour eux, c'est de la folie, ou alors c'est le retour à la barbarie. Comme on disait déjà à Jean-Jacques Rousseau, vous voulez nous faire remarcher à 4 pattes. Voltaire disait ça à Rousseau. Bon, et bien aujourd'hui, on a les mêmes répliques, mais c'est Rousseau qui avait raison, et pas Voltaire. Bon. Donc, ou alors, ce qui pourrait arriver, c'est que le développement technicien de notre civilisation s'apparente de plus en plus à la pire des barbaries. On se dit souvent que les auteurs de science-fiction, ceux du XXe siècle, au fond, avaient vu juste et peut-être même un peu en dessous du réel.
lisez Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, vous verrez, on est en train de le préparer, Le meilleur des mondes, on le fait. L'ectogénèse, c'est le meilleur des mondes. Il écrit ça en 1932. 32, oui, Le meilleur des mondes. Bon. Alors, dans quelques lignes, un peu elliptiques d'ailleurs, parce que le problème avec Marx, c'est qu'il n'a jamais fini ses œuvres. Il a écrit le livre 1, il en a fait une deuxième version, et puis après, les éditeurs ont attendu la suite, qui n'est jamais venue, parce qu'il avait toujours autre chose de mieux à faire. Enfin, autre chose de mieux, c'est que c'était un maniaque, c'est quelqu'un qui refusait de s'en tenir aux certitudes, et d'ailleurs, il change sur toute une série de questions. Et par exemple, à un moment donné, il discute avec les Russes, notamment avec les populistes russes, avec Vera Zasulich, Mikhailovsky, etc. Et les populistes, ils disent, bon ben, oui d'accord, est-ce que nous, les Russes, on est obligés de passer par le capitalisme? Alors Marx, apprend le russe, parce que quand même, s'il veut parler avec les Russes, il faut apprendre le russe. Première chose à faire. Deuxièmement, mais il rentre dans cette discussion, il dit, ben voilà, il dit, moi, j'ai dit que on était passé esclavage, féodalisme, capitalisme, et peut-être socialisme après. Mais il dit, ça c'est un schéma qui vaut pour l'Europe occidentale. Il dit, je n'ai jamais dit que ça valait pour le monde entier. Jamais. Et il dit, pourquoi la commune paysanne russe ne pourrait-elle pas être la base d'un nouveau socialisme? Ce qui était l'idée des populistes que Lénine a combattu très fermement, hein, notamment dans une brochure célèbre, ce que sont les amis du peuple et comment ils combattent les sociodémocrates. Voilà. Bon, donc Marx travaillait à des tas de choses. Quand il essaie de formuler ses schémas de reproduction du capitalisme à faire des maths, il y a même des écrits mathématiques de Marx qui ont été publiés. Ce qui fait qu'il a toujours reporté la fin de ses études. Et puis il est mort avant d'avoir fini. Donc il nous laisse souvent que des choses pour les générations futures. Hein. Développez si ça vous intéresse, les gars. Voilà. Et dans le livre 3 du Capital, il envisage la société qui devrait naître du renversement du mode de production capitaliste. Alors d'une part, et là ça va décevoir par exemple Madame Sandrine Rousseau, Marx considère que le travail est une nécessité éternelle. Voilà. L'homme ne peut pas faire autrement que travailler. Parce qu'il doit affronter la nature, faire sienne la nature et se transformer en transformant la nature. Il ne peut pas faire autrement. Ce qu'on peut faire, dit Marx, c'est essayer de le faire de la manière la plus économe possible, c'est-à-dire pas de gaspillage, hein, et en respectant la dignité du travailleur. Mais pour le reste, il y a une nécessité inéluctable du travail. Inéluctable. Hein, il faudra bien toujours faire à manger. Bon, voilà. Alors il dit, mais par contre, donc il dit, il faut cesser de gaspiller les ressources naturelles. Par exemple, pour nous, il faudrait cesser de produire des millions de tonnes de vêtements qui sont portés 2 fois. C'est un des plus gros gaspillages de l'industrie actuelle, le vêtement. Bon. Cesser de produire de la nourriture dont une bonne partie est jetée. Cesser de produire des choses inutiles ou même nuisibles comme la publicité. La publicité n'a aucune utilité. Ni vous ni moi ne consommons de prospectus publicitaires. Elle est simplement un ingrédient du mode de production capitaliste. On pourrait s'en passer très bien. Si on veut économiser du travail inutile, là il y a des ressources. Hein. Bref, on pourrait être aussi riche qu'avant en produisant moins. Ce qui rendrait la décroissance de Jean Covici possible. Si on s'organise de façon à être aussi riche. Parce que si vous achetez, par exemple, une voiture dont le moteur pète bon, très rapidement, ben vous n'êtes pas riche, parce qu'il va falloir en racheter une autre. Si vous achetez une voiture qui peut durer 30 ans, on sait faire des voitures qui peuvent durer 30 ans, eh ben, vous produirez moins. Mais vous serez bien aussi riche, puisque ce qui compte, c'est d'avoir une voiture pour se déplacer. C'est pas d'en changer tous les matins. Bon, voilà. On ne produirait plus pour produire, comme on le fait actuellement. Hein. Actuellement, on consomme pour donner du travail. C'est complètement fou. Vous réfléchissez un petit peu à cette formule. On consomme pour donner du travail, en fait. Si on consommait plus, il y a tas de gens qui se trouveraient au chômage. Bon. Donc, on ne produirait plus pour produire, c'est-à-dire pour accumuler du capital, mais on produirait pour les besoins. Une production orientée sur les besoins.
Si l'abondance, c'est quoi l'abondance? C'est savoir ce dont on a besoin et pouvoir en disposer. L'abondance, c'est pas crouler sous les marchandises. Si nous réglons mieux notre activité pour économiser la nature et nous économiser nous-mêmes, alors, dit Marx, nous pourrons développer la véritable liberté, celle qui se situe en dehors de la sphère de la production matérielle immédiate, ce qu'il appelle la libre création. Et chacun devrait pouvoir développer ainsi toutes les potentialités qu'il a en lui, artistiques, intellectuelles, communicationnelles. Alors si on lit ces quelques lignes qui sont placées en conclusion du livre 3 du Capital, en fait ce n'était pas la conclusion, c'est Engels qui a composé le manuscrit et qui l'a mis à cet endroit-là. On ne peut qu'être frappé par la clairvoyance du propos et par son actualité. On est confronté à ces problèmes-là. Et on peut être frappé aussi de voir combien cette perspective est éloignée de tout ce qu'enseignait le catéchisme marxiste des partis socialistes et communistes du XXe siècle. Non. Alors, si être marxiste, c'est développer la critique des impasses auxquelles conduit le développement du mode de production capitaliste et l'aliénation générale qu'il produit, eh bien, je crois qu'il faut être encore, en cette manière-là, un peu marxiste. Bon. En second lieu, on peut comprendre l'échec du marxisme et du communisme à l'aide des outils théoriques légués par Marx. C'est l'évolution sociale née du mouvement même de la société capitaliste qui permet de comprendre ce qui s'est passé au cours du dernier siècle. Marx, en fait, misait sur un développement en quelque sorte linéaire du capital. Il pensait qu'on aurait une classe ouvrière toujours plus nombreuse et une classe capitaliste de plus en plus réduite, qui en plus cédait ses fonctions à des employés, des managers, etc. Et pour Marx, ce développement-là réduisait la classe capitaliste à un rôle purement parasitaire, le fameux tondeur de coupons, comme on disait avant la Première Guerre mondiale. Et au fond, il dit comme ça, s'il n'y a plus qu'à se débarrasser de ces tondeurs de coupons, ça va être très simple. Ça va être très simple. Chaque entreprise pourrait devenir un intellect commun, collectif, allant du balayeur jusqu'au directeur d'usine. Et c'est ça qu'il entendait quand il disait l'expropriation des expropriateurs remplacée par les producteurs associés. Voilà, c'était ça l'idée de Marx, les producteurs associés. C'était pas la collectivisation par en haut, c'était pas l'étatisme, c'était une sorte de gigantesque mouvement des coopératives. Bon. Alors on a cru ça jusque dans les années 70. Dans les années 70, par exemple, 60-70, on discutait beaucoup sur le rôle des cols blancs, sur la possibilité que les ingénieurs, cadres et techniciens rejoignent la lutte ouvrière. C'était à ce moment-là qu'ils ont été officiellement intégrés dans la CGT avec l'union des ingénieurs, cadres et techniciens, qui d'ailleurs depuis a pris le pouvoir dans la CGT. Alors les choses, cependant, n'ont pas suivi ce cours. Il y a un mot d'ordre trompeur qu'on a vu dans les mouvements sociaux il y a quelques années, notamment dans le mouvement Occupy Wall Street, qui disait « nous sommes 99%. » Puis les autres, c'est que 1%. Bon, donc, c'est très simple, hein, ça, nous sommes 99%. En fait, entre ceux d'en haut, qui sont d'ailleurs pas 1%, qui sont 0,1% et peut-être 0,01%, et ceux d'en bas, il y a toute une série de strates intermédiaires qui se sont développées, qui occupent diverses fonctions auxiliaires du capital. Alors, dans la mondialisation, ça fait travailler du monde. La spéculation, l'encadrement, dans la recherche, etc. Et puis, dans la production du blabla qui sert à faire avaler tout ça à tout le monde. Hein, donc, les classes médiatiques, voilà, les bavards en tout genre, eh bien, vous avez toute une partie, une nouvelle classe moyenne, qui n'a plus rien à voir avec la classe moyenne qui, elle, est en voie de disparition, celle du petit paysan indépendant, du petit commerçant, de l'artisan. Ça, c'est une classe moyenne qui a été ravagée par le capital. Il y a une nouvelle classe moyenne, une classe moyenne supérieure, qui est parfaitement intégrée au mode de production capitaliste. Alors, qui n'est pas une classe dominante, c'est plutôt
la fraction dominée de la classe dominante. Hein, parce qu'ils sont quand même au niveau en dessous, ils obéissent. Mais ils sont très bien intégrés. Hein. Et là-dedans, vous avez toute une série de gens qui, même ceux qui ne sont pas encore très riches, qui espèrent le devenir. Ça fonctionne comme ça. Hein. Les écoles de commerce recrutent à cause de ça. Parce que tout le monde croit qu'en rentrant dans une école de commerce, il va sortir un jour manager et gagner beaucoup d'argent. Hein, comme le Loup de Wall Street. Excellent film de Martin Scorsese. Alors, cette couche supérieure, elle vit bien. Elle ne s'est pas paupérisée, elle. La classe moyenne supérieure. Vous regardez, par exemple, le nombre d'énormes voitures qui circulent, surtout quand on descend vers le sud, par exemple, ou dans les grandes villes. Vous voyez qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Le nombre de yachts, l'industrie du yacht explose. Hein, au cours des dernières années, elle a explosé. C'est un des trucs les plus rentables. Il faut bien qu'il y ait des gens pour les acheter. Ces petits bateaux à quelques millions. Combien? C'est un bateau. Un petit, c'est 800 000 euros. Pour 800 000, 1 million. Un bateau où on peut venir avec sa petite famille. Si on veut inviter des amis et faire des fiestas dessus, il faut nettement plus que 800 000, 1 million. Il y en a énormément de ces bateaux. Donc il y a toute une couche qui vit bien, qui se gave même. Voilà. Et cette couche, elle sert de relais d'opinion. Et c'est elle qui contrôle ceux qui fabriquent l'opinion, c'est-à-dire les médias. Voilà. Bon, et cette fraction dominée de la classe dominante, elle sert les intérêts de la classe dominante. D'ailleurs, elle est payée pour ça. Bon. Il y a encore un autre aspect que Marx n'avait... Il l'avait entreaperçu, c'était douté qu'il y avait quelque chose qui allait pas bien marcher là-dedans. C'est que les organisations qui étaient censées représenter les ouvriers, les syndicats, les partis politiques, se sont embourgeoisés, on va dire ça rapidement. C'est un militant socialiste allemand du début du XXe siècle, Robert Michels, qui analyse ça dans un livre excellent qui s'appelle « Les partis politiques ». Il est le premier à montrer ce qui est en train de se passer. Il appelle ça la loi d'airain de l'oligarchie. Il montre comment les syndicats et les partis, pour vivre, ont besoin d'avoir des fonctionnaires, des permanents, des élus, qui sont détachés de la production. Et il dit tout naturellement, au bout d'un certain temps, ces élus et ces fonctionnaires vont privilégier le maintien de leur position, le maintien de l'appareil d'abord, et le maintien de leur position par rapport aux objectifs pour lesquels ils avaient été élus. C'est pour ça qu'ils deviennent, dit Robert Michel, fondamentalement conservateurs. C'est ce qui va se passer en Allemagne. En Allemagne, vous avez un parti socialiste qui, avant-guerre, qui était le plus puissant d'Europe. C'est des millions de gens qui étaient organisés, alors, soit directement avec la carte du parti, soit indirectement avec les syndicats, les organisations de jeunesse. En fait, on disait qu'un ouvrier naissait, il allait dans une crèche social-démocrate et il mourait enterré par les pompes funèbres social-démocrates. Toute la vie de la classe ouvrière était très largement structurée par ce parti social-démocrate. Donc c'est une puissance énorme. Et quand est arrivée la guerre, eh bien cette puissance, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a choisi de rester du côté de ses patrons. Et donc ils sont rentrés en guerre. On a eu la même chose en France. Hein. C'est pour ça que l'un de ses dirigeants, qui s'appelait Ebert, je crois, disait qu'il haïssait la révolution plus que la peste. Voilà. Ils avaient cessé de vouloir transformer le monde, parce que le leur s'était bien transformé. Voilà. Alors il y aura encore beaucoup d'autres aspects à étudier, mais vous voyez qu'à chaque fois, on s'appuie sur une analyse en termes de classe sociale, et on comprend, à l'aide de la pensée de Marx, pourquoi les partis marxistes ont échoué. Alors, il faudrait consacrer un peu de temps à l'histoire de l'Union soviétique, ce que je ne ferai pas ce soir, parce que là, c'est quelque chose qui mériterait de long développement, à ce qui s'est passé en Chine aussi, qui est tout à fait autre chose. J'ai abordé tout ça dans un livre que j'ai écrit il y a déjà 14 ans, qui s'appelait « Le cauchemar de Marx ». En tous les cas, on voit que ce qui s'est développé sous la bannière du marxisme n'avait aucun rapport avec Marx. C'est clair, des partis communistes chinois, le pire peut-être, ça a été, le parti au Cambodge, comment il s'appelait?
Les Khmers rouges, voilà, je veux dire, ça n'a eu aucun rapport ni de près ou ni de loin. Ce qui n'a pas empêché un certain nombre de gens d'extrême gauche français de soutenir les Khmers rouges. Hein. J'en connais qui ont fait... Massivement quand ils sont arrivés à Phnom Penh. Oui, massivement quand ils sont arrivés à Phnom Penh. Hein. Bon, ceux qui regardaient ça d'un air plutôt circonspect étaient pointés comme d'horribles contre-révolutionnaires. Bon. Voilà. En troisième lieu, je terminerai là-dessus, si on veut être fidèle à l'esprit de Marx, et non à la lettre, hein, car comme disait l'apôtre Paul, la lettre tue, mais l'esprit vivifie, n'est-ce pas? Eh bien, je crois qu'il faut raser de la cave au grenier tout l'édifice du marxisme historique. Voilà. Ce marxisme historique, il doit être distingué, de la pensée de Marx. Ça, j'essaie de le montrer. Moi, je continue de penser que Marx est un des plus grands philosophes de l'histoire de l'humanité. Alors, je suis pas seul à penser ça. J'ai des petites anecdotes. J'ai été marxiste dans ma jeunesse. Je me suis pas mal éloigné de Marx et du marxisme pendant un moment de ma vie. Et j'ai lu un livre pendant l'été 1989 de Michel Henry qui s'appelait Karl Marx, tout simplement. Alors, Michel Henry est abhorré par la plupart des marxistes. Ça me retombe dessus d'ailleurs des fois. Michel Henry dit Marx est un des plus grands philosophes de l'histoire de l'humanité. Il dit c'est le plus grand philosophe chrétien. Bon. Et puis, quand il a écrit 2-3 livres géniaux sur le sujet, mais je pense qu'effectivement, ça reste un grand philosophe. Et un des plus grands, parce qu'il nous permet de comprendre ce que veut dire aliénation. Et parce qu'il maintient cette idée que l'homme doit se réaliser en sortant de cette aliénation. Voilà. Deuxièmement, je pense qu'il faut distinguer du marxisme des chercheurs, philosophes, sociologues, qui, comme le disait mon ami le regretté Costenso Preve, les gens qui se sont mis à l'école de Marx. Moi, je ne suis pas marxiste, mais je me suis mis à l'école de Marx. Non pas pour répéter le dogme, ce qui n'a aucun intérêt, mais pour essayer de penser notre monde. Voilà. Alors, le marxisme orthodoxe, le marxisme historique, au contraire, lui, a été une doctrine inventée. Alors, on peut en refaire la genèse aussi, à la fin du XIXe siècle, en gros. C'est-à-dire après la mort de Marx. Hein. Et puis, réinventée, reconstituée alors en dogme complet après la Révolution russe, hein, et l'internationale communiste. Et puis, ça a été repris aussi par les petits groupes marxistes révolutionnaires. Moi, j'ai un peu fréquenté jadistes et trotskistes. Personne n'est parfait. Mais le marxisme qu'il diffusait était la copie conforme de celui qui se vendait à Moscou. Alors, ils n'étaient pas d'accord sur les conséquences pratiques à un moment ou à un autre, mais sur le fond, c'était le même dogme. Ce marxisme-là, porté par des intellectuels qui se pensaient d'avant-garde, par tous ceux qui se sentaient investis de la mission de répandre la bonne parole, ce marxisme-là n'était rien d'autre qu'une religion à destination des classes subalternes. Religion parce que, à destination des classes subalternes, parce qu'il nous apprenait à supporter le monde tel qu'il est. Il y a des choses extrêmement intéressantes à regarder. Le marxisme montait au pinacle de la classe ouvrière pour lui dire « le paradis, c'est pour demain ». Mais comme le paradis, c'est pour demain, ben, en attendant, tu souffres pour de bon. C'est exactement le discours religieux. Les pauvres, ils auront le paradis. Mais en attendant, ils doivent obéir à leur maître. Et c'est pour ça, par exemple, vous trouvez des textes de Lénine dans lesquels Lénine dit que la discipline d'usine capitaliste est l'apprentissage de la discipline du socialisme. Et Lénine admirait Taylor et Ford. C'est tout à fait... C'est vraiment intéressant de voir ça. Et ils étaient tous des fanatiques de l'industrialisation. Des fanatiques. Voilà. Bon. Voilà. Alors, que tout ça ait disparu, je crois qu'il n'y a pas à le regretter. Qu'est-ce qu'on peut laisser tomber dans tous ces défis? Je vais donner 3-4 choses. Premièrement, je crois qu'il n'y a pas de sens de l'histoire. Marx le disait, l'histoire ne fait rien. L'histoire n'est que la succession des générations.
Donc si l'histoire ne fait rien, il n'y a pas de sens de l'histoire. L'histoire, c'est nous qui la faisons. Dans des conditions que nous n'avons pas choisies, évidemment, mais c'est nous qui la faisons. Et donc l'histoire ne nous mène pas fatalement au meilleur des mondes possibles. Deuxièmement, j'ai déjà dit, j'y reviens, les hommes ne seront pas dispensés de travailler, ni dispensés de trouver les moyens justes pour répartir des ressources limitées. Voilà. L'idée qu'on arrivera à une société d'abondance, il n'y aura plus besoin de répartir, où chacun pourra se servir comme il veut dans le frigo, sans s'occuper de qui remplit le frigo. Grâce au développement illimité des forces productives, cette idée-là était encore une fois, c'est une peinture religieuse du paradis, mais ça n'a aucun rapport avec l'histoire réelle. Du même coup, s'il n'y a pas d'abondance, s'il faut veiller à distribuer justement les ressources, il faut un État. Voilà. L'extinction de l'État, c'est pas pour demain. Alors, même pas pour après-demain. Peut-être un jour, quand les hommes vivront d'amour, qu'il n'y aura plus de misère, que les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère. Bon. La disparition de l'État, le dépérissement de l'État, annoncé par le communisme, a été une catastrophe. Parce que si l'État disparaît, c'est que l'État est partout. Il disparaît en étant partout. Il n'y a plus besoin de police, disaient les théoriciens de sages. Il y a des textes de Lénine qu'on pourrait reprendre. Pourquoi ? Parce que les gens vont spontanément faire la police, dit Lénine. Et ça veut dire que, donc, vous habitez un appartement communautaire, vous êtes sûr qu'il y a un agent de NKVD dans l'appartement. C'est-à-dire que la police est partout. On est dans un État totalitaire. C'est-à-dire que l'idée de dépérissement de l'État, ça fabrique des États totalitaires, et rien d'autre. Voilà. Et par la même occasion, évidemment, je crois qu'on peut renvoyer aux poubelles de l'histoire la fameuse dictature du prolétariat. D'ailleurs, pour montrer comment les choses se sont combinées de façon bizarre dans cette histoire du marxisme. En 1971, il y a la Commune de Paris. Héroïque mouvement des ouvriers parisiens, des artisans parisiens, qui s'emparent du pouvoir, parce qu'il est là le pouvoir, et qui commencent à faire des réformes sociales. Et c'est la Commune, c'est pas une démocratie directe, c'est une assemblée de délégués, mais tout le monde peut venir assister, et puis ils sont révocables. S'ils font pas leur boulot, hop, on en met un autre. Bon, alors, Marx dit, voilà la forme enfin trouvée de la République sociale. République sociale qui était le mot d'ordre des ouvriers parisiens en 1848. Et comment les marxistes ont traduit ça? Ils ont dit la Commune de Paris, c'est la forme de la dictature du prolétariat. Toc. On change les mots. Et Marx a subi ça, enfin, toutes les œuvres de Marx ont subi ce genre de transformation. Il y a même une qui est... C'est un philosophe du Parti communiste, Lucien Sèvres, qui raconte ça. Il dit, pendant toute ma vie, il dit ça à un âge déjà avancé, il dit, j'ai répété avec tout le monde que pour les marxistes, le bonheur de tous était la condition du bonheur de chacun. Et il dit, nous ne voulions pas voir que Marx écrit exactement le contraire, puisqu'il dit, le bonheur de chacun est la condition du bonheur de tous. Et le renversement de la phrase change tout. Change tout. Est-ce que l'individu doit se soumettre au collectif, c'est-à-dire en fait au comité central du collectif, au bureau politique du comité central du collectif et finalement au secrétaire général du collectif, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'inviolable qui est la liberté de l'individu? Et Marx, lui, évidemment, défend la liberté de l'individu. Bon, j'ai fait ma thèse de doctorat sur ce sujet. Voilà. Alors je crois qu'il faut repenser à la racine. Penser à la racine, c'est penser radicalement, ce qui pourrait être une véritable émancipation des opprimés, de tous les damnés de la terre, tous ceux qui sont privés de voix aujourd'hui. Il faut penser des moyens de sauver le monde, de sauver un monde vivable, un monde humain pour tous les hommes que porte cette planète. Et là encore, je pense qu'on peut trouver de bonnes pistes chez Marx. Alors on peut garder, si on veut, les mots anciens, socialisme, communisme, pourvu qu'on leur donne un sens nouveau, ou peut-être leur sens originel, leur sens d'avant la grande catastrophe qui a été le XXe siècle. Être communiste, je crois que c'est assez simple. C'est faire passer en premier le bien commun et le bien de chacun, et non collectiviser les paires de bottes, ni vivre dans des appartements communautaires. Nous, Français, nous vivons dans des communes, qui sont des petites communautés.
englobée dans la grande commune qu'est la nation, elle-même membre de cette communauté humaine dont le grand Emmanuel Kant avait annoncé qu'elle était la réalisation de l'humanité. Voilà. Voilà, le communiste, c'est tout bête. C'est s'occuper du bien commun, s'occuper de son voisin. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on pourrait ne pas être communiste? Mais un communiste républicain, c'est-à-dire qui admet un État basé sur les principes de la séparation des pouvoirs, de la démocratie représentative, etc. Et un communiste qui ne veut pas faire table de rase du vieux monde, mais conserver ce qui doit l'être face aux ravages du capital. Bref, un communiste, j'allais dire conservateur. D'ailleurs, les Anglais ont bien des hommes qu'ils appellent les Red Tories, les conservateurs rouges. Voilà. Jean-Claude Michéa a écrit un livre sur Orwell qu'il appelle l'anarchiste conservateur. Et quand on lit Orwell, c'est assez bien vu. Bon, nous savons aussi que la production est sociale, que la vie sociale nous fournit une très large part de nos moyens de subsistance. Comment donc ne pas être socialiste? Mais un socialiste qui fait de la liberté la valeur suprême, j'allais dire un socialisme libéral, au bon vieux sens du mot libéral, au sens 18e, et un socialisme débarrassé autant que c'est possible du fatras bureaucratique. Alors dans ce programme, que j'énonce à grands traits, un chrétien sincère par exemple, celui qui a médité le sermon sur la montagne pourrait aisément se retrouver. Et avec lui, un républicain agnostique, comme l'étaient les grands de la République au début du XXe siècle. Un anarchiste raisonnable pourrait se retrouver aussi, un anarchisme pragmatique, qui trouverait là la réalisation d'une bonne partie de ses idéaux. On aurait donc la possibilité d'une sorte de consensus par recoupement entre les principaux courants démocratiques et sociaux qui existent réellement. Alors sur quelle force un tel regroupement pourrait-il s'appuyer? Sans aucun doute sur les gens ordinaires. Là je parle encore comme Orwell ou comme Michéa. Les gens ordinaires, ceux dont parle si bien le géographe Christophe Guilluy. Maintenant, je vous renvoie à tous ces livres sur la France périphérique. Ces travailleurs qui ne demandent qu'à gagner honnêtement leur vie. Ils ne demandent pas le paradis. Ils demandent à travailler pour gagner leur vie, pour vivre décemment, pour élever convenablement leurs enfants et pour disposer de perspectives assurées, autant qu'on puisse avoir des perspectives assurées, nous, pauvres humains. Non plus un prolétariat chargé d'accomplir l'histoire, mais des individus qui veulent simplement vivre décemment. Là encore, je renvoie à Orwell, ce qu'il appelle la common decency, et qui refusent la folie dans laquelle la course à l'abîme du mode de production capitaliste nous entraîne. Je vais terminer par, vous connaissez peut-être Georges Semprin, enfin on ne doit pas le prononcer comme ça en espagnol, ancien déporté, ancien militant clandestin du Parti communiste espagnol, exclu de ce parti, auteur de nombreux ouvrages importants, qui aimait à dire « J'ai perdu mes certitudes, mais j'ai gardé mes illusions ». Il est possible que ce soit encore une illusion de penser qu'un monde meilleur peut advenir. Non pas un monde parfait, mais un monde moins injuste. Et un monde construit de telle sorte que l'humanité a encore un avenir. Alors Semprin justifiait l'illusion ainsi. Il dit « Je parle d'illusion ». Mais dans le sens d'une certaine utopie pratique et nécessaire. En espagnol, on dit « il ne faut pas demander des poires au boulot », et moi je trouve qu'il faut demander des poires au boulot, sinon le poirier ne donne rien. Voilà, c'est dans une autre revue datée de 2010. Je crois que ça résume bien notre situation. Il faut demander des poires au boulot si on veut obtenir quelque chose. Alors voilà pourquoi, selon moi, on doit encore lire Marx, un Marx sans prophétie, un Marx aux ambitions revues à la baisse, un Marx à visage humain, en quelque sorte. Bref, un Marx sans marxisme. Voilà.